la grosse maladresse. Oh, au, au, au. Puis l'autre, là. Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Cette semaine, quelque chose d'un peu différent. Pour la première fois depuis le début de mon podcast, j'ai reçu une demande spéciale. Et oui, quelqu'un me dit, Hey, tu devrais faire un podcast sur le système de classe et comment que ça bénéficie au gouvernement. Et là, ça a fait comme, j'ai tellement été excité, guys. Écoutez-moi, là, quelqu'un qui me demande une demande spéciale, j'étais comme, oh my God, oh my God. Il faut que je le fasse. Je me suis fait faire une demande spéciale. Il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Ce qui m'a aussi amené dans l'idée de, hey, guys, girls and non-binaries, si vous avez des demandes spéciales, envoyez-moi-les, puis je vais essayer de me trouver des personnes qui peuvent faire ça avec moi. Ça va me faire plaisir. Et donc, suite à cette demande spéciale, j'ai regardé dans mon pool d'invités et heureusement, dernièrement, j'ai ajouté dans mon pool d'invités un politologue, ce qui me donnait beaucoup de range. Et donc, on va lui poser la question qui tue. T'es qui, toi? Prise 2, parce qu'on se souviendra que je suis déjà passé pour parler de la grossophobie. Et à ce moment-là, j'avais mon chapeau d'ancien étudiant en kinésiologie et ancien entraîneur privé, athlète et tout. Là, aujourd'hui, je mets mon chapeau de politologue. Donc, encore une fois, je vais me représenter rapidement. Mon nom, c'est Sacha ou sur lesinternets.com. Mon nom, je suis connu sous le nom de Léo Vinci, donc sur Twitch, YouTube, TikTok, Twitter, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je suis commentateur politique sur les différentes plateformes. Je donne mes prises de position, je fais des analyses de l'actualité et j'essaie de politiser le monde et de vulgariser le politique dans le but de montrer au monde qu'au bout du compte, ça peut être le fun, la politique, et que c'est important de s'informer. Donc voilà, c'est moi. Et Dieu du ciel sait à quel point j'ai besoin d'être éduqué sur ce niveau-là. Comme je t'en avais parlé justement sur le podcast de la grossophobie, la seule chose que je connais en politique, c'est que je n'aime pas Éric Duhem. Mais c'est déjà un bon début. Exactement ce que tu avais répondu. Et donc, on va embarquer dans le vif du sujet. Écoute, le système de classe et comment ça bénéficie au gouvernement. Oui, on va trouver un meilleur titre là, que tu m'as donné tantôt. On va juste appeler ça le système de classe. Ça va être bien moins compliqué. Bon, premièrement, quand on parle du système de classe, là, on parle du système de classe sociale. Oui, ben dans le fond, OK, c'était la question. Okay, oui. J'ai oublié de mettre un point d'interrogation à la parfait. fin. Dans le fond, le système de classe, il est utilisé à plusieurs sauces et il est utilisé aussi par plusieurs politiciens, surtout là, parce que on s'entend sur le sujet que c'est ça le main du sujet, pour catégoriser des personnes et les membres de la population. Parce que dans le monde, puis là, je tiens aussi à l'avertir, moi je fais des analyses surtout. Je suis un grand fan de l'analyse marxiste. L'analyse marxiste, dans le fond, pour ceux qui connaissent bien, c'est la personne qui a inventé, entre guillemets, la théorie du communisme. Mais on va y revenir plus tard. Mais en bref, dans le fond, c'est ça. Il y a plusieurs classes parce que dans le monde capitaliste dans lequel on est, il n'y a pas tout le monde qui est égal. Que ça soit au niveau, surtout par rapport aux classes socio-économiques. Fait que tu vas avoir des personnes plus riches, des personnes plus pauvres. Et depuis un moment, depuis les années 1900, on a ce qu'on appelle une classe moyenne. Okay. Ah, c'est nouveau la classe moyenne, mais nouveau. Ouais, c'est nouveau entre guillemets. C'est un phénomène qui a été. Ben, après ça, il va falloir. Là, moi, ce qui se passe quand je parle de politique, c'est que j'ai toujours des bons weebs d'histoire qui me corrigent tout le temps. Parce que moi, je suis pas un gars de théorie historique, je suis vraiment un gars de concept, plus de théorie. Mais il me semble que ça a été vraiment comme plus généralisé, normalisé, puis mis de l'avant durant comme tout ce qui est. Suite à l'industrialisation, puis quand le monde a commencé à avoir des jobs, puis dans les années 70, beaucoup c'était très fort, la classe moyenne et tout ça. Quand les compagnies ont commencé à prendre beaucoup d'importance. C'est exact. Exactement ça. Puis aussi, dans le fond, c'était une belle manière pour l'élite politique / les entreprises de continuer à mes yeux, exploiter les employés parce que dès que tu avais finalement et enfin un moyen de te sortir de la classe pauvre
en tombant dans la classe moyenne, mais malgré le fait que tu sois dans la classe moyenne, tu continues à être un employé de l'industrie puis des entreprises qui t'engagent. Mais au moins, tu n'es pas pauvre, tu as une certaine liberté économique qui est associée à ça. Ah, fait que, tu sais, on dit, viens travailler pour nous, on va On va bien te payer. on va t'utiliser, on va te faire des burn-out, mais tu seras T'es plus pas pauvre. pauvre. Là, je comprends. Oui. Yeah, c'est ça. Donc, les classes sociales, c'est un petit peu ça. Là, on les catégorise en, mettons, surtout au niveau financier, dans ces trois-là, classe pauvre, classe moyenne, classe aisée, slash riche, slash bourgeoise, tout dépendamment du terme que tu veux utiliser. Et ça, on l'entend beaucoup, là, la classe moyenne, avoir été utilisée à travers l'ensemble des élections qu'on a traversées. Là. Comme tous les partis, on dirait que c'est les partis de la classe moyenne. Mais est-ce que la classe moyenne, c'est la catégorie de gens qui a le plus de gens? Moi, je vais y aller. Moi, je crois pas à la classe moyenne, personnellement. OK. Parce que la classe moyenne, ce que je trouve particulier avec ça, c'est que tout le monde se considère dans la classe moyenne parce que tout le monde connaît quelqu'un de plus pauvre et quelqu'un de plus riche. J'ai déjà eu la discussion justement durant un de mes streams, puis je disais au monde, selon vous, c'est quoi la tranche salariale d'une classe moyenne? Puis j'avais n'importe quoi entre 20 et 150 000. Hey, j'aimerais ça, moi, avoir 150 000. Mais tu sais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, toi, c'est quoi la classe moyenne à tes yeux, selon toi? Ben, moi, je dirais que c'est entre 45 000 et 50 000 par année, là. OK? Puis, est-ce que, tu sais, c'est ça. Je pense, là, Merde. le salaire moyen est à peu près ça, là, de 40-50 000. OK. Fait environ, techniquement, selon les statistiques, tu aurais raison. Par contre, fut un temps, la classe moyenne pouvait s'acheter une maison, pouvait avoir un garage, un char, puis avoir une famille, puis un chalet. Oui. Maintenant, à ce salaire-là, est-ce qu'on considère qu'on est encore capable d'avoir tout ça? Et donc, à ce moment-là, moi, la question que je me pose tout le temps, c'est si c'est vraiment ça la classe moyenne, puis qu'on n'a absolument aucune capacité de s'acheter de choses, est-ce qu'on est vraiment encore dans la classe moyenne ou la classe moyenne est devenue la classe pauvre? Je pense que la classe moyenne est devenue la classe pauvre. Puis on devrait transformer la classe pauvre en classe plus que pauvre. La classe survie. Oui. Mais moi, c'est pour ça que je crois. Moi, j'aime amener ça d'une autre manière. Moi, plutôt que de dire il y a trois classes, donc la classe pauvre, riche et classe moyenne, moi, je dis toujours qu'il y a deux classes. Il y a Oui. la classe des exploités puis des exploiteurs. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Ça fait vraiment beaucoup de sens. Parce qu'à mes yeux, quelqu'un qui se fait, par exemple, un salaire de 80 000, mais qui est employé, est beaucoup moins riche que quelqu'un qui se fait le même salaire, mais qui est employeur. Mais au niveau profit ou? Au niveau autant liberté financière que actually argent, liberté de vie, parce qu'au bout du compte, quand tu es un employé, tu n'as pas vraiment de liberté. C'est vrai, t'as un horaire, t'as des choses à faire. Tu as un horaire, tu as des choses à faire, dépendamment des emplois, après ça, là, on peut aller loin, mais dépendamment des emplois, tu n'as peut-être des fois même pas le pouvoir de savoir quand est-ce que tu peux aller aux toilettes, quand est-ce que tu peux manger. Fait que, c'est sûr que la perte de contrôle de sa vie quotidienne est assez élevée quand tu fais partie de la classe employée. Et aussi, à mes yeux, puis ça crée toujours des débats, mais moi, je pense que la classe exploitée, la classe des travailleurs, court toujours le plus de risques dans une entreprise que l'employeur en soi. Ben, Écoute, tu me rappelles des cauchemars, là, écoute, de vie. Parce que, tu sais, j'ai souvent. En fait, je suis encore un employé en ce Ouais. moment. Et oui, c'est vrai, genre, comme, tu sais, ça semble vraiment stupide, mais c'est vrai que quand tu es au travail, tu n'as même pas le contrôle sur le moment où tu vas aux toilettes. Ouais. On s'entend que c'est quand même un besoin Fou, hein? de base, là, tu sais, Ouais. je veux dire, comme. Puis, je veux dire, c'est pas tout le monde qui est capable de se mettre un nœud dedans, puis Exact. Non, moi, je peux pas. Moi, je dois aller aux toilettes à chaque heure. à chaque heure, Non, j'exagère peut-être un peu. qu'est-ce combien d'eau tu bois? Beaucoup. Mais C'est pas des verres que tu as, c'est des non, petits. j'en bois comme 4-5 dans la journée de même. Ah, OK. Ça explique. Yes, mais fait que dans le fond, c'est ça. Moi, je le Oui. vois de cette manière-là. Mais le système de classe, on l'aime beaucoup, nous, notre classe moyenne au Québec, parce que c'est une belle manière pour tout le monde de ne pas se sentir aliéné puis de ne pas se sentir pauvre quand vient le temps pour les politiciens de prendre des décisions, mais aussi parce que c'est la meilleure manière de te rapprocher des riches d'une certaine façon. Parce que quand tu es dans la classe moyenne puis que les politiciens veulent prendre des décisions qui vont avantager les personnes plus riches, toi, tu te dis que tu n'es pas loin d'eux parce que tu fais partie de la classe moyenne. Ça me prendra pas grand-chose avant d'arriver là.
Moi aussi, genre, pourquoi est-ce que je voudrais qu'on taxe plus les riches quand moi, je suis dans la classe moyenne, puis je vais sûrement me faire un salaire de riche dans pas si longtemps. Moi, je veux pas les taxer les riches, ça m'avantage pas. Pourquoi est-ce que je me ferais taxer pour les plus pauvres? Moi, je fais pas partie d'eux. Moi, j'ai travaillé fort pour me rendre dans la classe moyenne, dans la classe plus riche. Fait que, tu sais, Fait que c'est comment nous embarquer dans la gang qui est le moins taxée, qui a qui a le plus de bénéfices dans la vie pour nous donner l'illusion que bientôt on va l'avoir, ça, nous aussi. ben ouais, d'une certaine façon. Puis, tu sais, au bout du compte, je veux dire, puis là, c'est un autre sujet, mais euh, les bénéfices sociaux des taxes et impôts, la classe moyenne, entre guillemets, si elle existe, là, on parle de moins de 100 000 par année, bénéficie de manière beaucoup plus élevée de ces taxes-là et impôts qu'ils payent de leur poche. Fait que, tu sais, ouais, mais ça, on n'en parle pas de ça. Puis, euh, malgré quand on essaie d'avoir cette discussion-là, il y a beaucoup un très fort mur parce qu'au bout du compte, le système de classe québécois est très influencé par le système de classe américain. OK? On est très influencé par ce qui se passe en bas de chez nous. Comme je dis souvent, quand les États pètent, ça pue au Québec. Que, tu sais, nous, on croit à l'American Dream au Québec. On y croit vraiment. Oui. On croit à la méritocratie. On croit que quand tu travailles assez fort, tu peux réussir. On croit que tout le monde peut devenir riche si tu travailles assez fort. Que c'est juste la paresse qui empêche le monde de réussir. Donc, cette idée-là que la classe moyenne est importante et se rapproche des riches de plus en plus est vraiment crue. Euh, le monde y croit au Québec. Mais pourtant, je vois tellement d'exemples du contraire dans la vie. Mhm. Je veux dire, je vois des gens qui passent des années d'études, puis tu sais, ils l'ont pas facile. Là, tu sais, comme le monde diront ce qu'ils voudront. Là, et travailler 40 heures semaine puis étudier en même temps, là, Ah, c'est dur. c'est de la crise de merde. Oui, absolument. Tu sais? Absolument. Puis ils sortent de là avec un beau diplôme, tout ça, puis finalement, genre, ils vont appliquer dans des compagnies qui demandent genre 35 ans d'ancienneté pour pouvoir les engager, puis qui se ramassent esti, à travailler dans des McDonald's. Yeah. Je veux dire, euh, Non, ben oui, c'est très laborieux pour vrai. Puis, encore une fois, c'est le monde. Comme dit, c'est comme s'il y avait un paywall entre les différentes strates, que dans le fond, les seules personnes qui sont acceptées dans la classe moyenne, c'est parce qu'ils ont travaillé fort, fait qu'ils veulent pas qu'on touche au résultat de leur labeur. Mais tu sais, au bout du compte, la classe moyenne est tellement large et floue qu'on ne sait pas vraiment qui en fait partie au bout du compte. et en même temps, là, si la vie fonctionnait vraiment au mérite, là, ben moi, je serais millionnaire, OK? Qui on le serait tous. Non, mais pour vrai, tu sais, petit parallèle, mais au bout du compte, ça parle toujours de travail fort. Le monde qui sont riches, qui font partie de la classe élevée de la société, travaillent fort, ils n'arrêtent pas. C'est des travailleurs, ils méritent où est-ce qu'ils sont. Mais tu sais, moi, que j'ai travaillé dans des Tim Hortons quand j'étais plus jeune, puis il y avait des mères de famille avec 2 jobs parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir du temps plein dans une. Ils travaillaient 50 heures semaine dans des fast-foods parce qu'ils n'étaient pas capables pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Je veux dire, eux travaillent fort, puis pourtant, ils sont payés au salaire minimum. Fait que le concept de travailler fort est vraiment, vraiment spécial parce que quand on dit que, par exemple, une mère monoparentale qui fait 3 jobs pour subvenir aux besoins de ses enfants travaille fort parce qu'elle travaille 60 heures semaine, on va répondre non, elle ne travaille pas fort, elle n'est juste pas efficace et intelligente dans sa manière de trouver un emploi. Mais quand après ça, tu as quelqu'un qui fait du 6 chiffres, qui travaille 50 heures semaine, on dit que c'est quelqu'un qui est sur le grind puis qui est super intelligent puis qui travaille fort. Fait que, tu sais, moi, le concept de travail fort puis de lier ça au mérite, je trouve ça vraiment toujours particulier. Mais ça a l'air que c'est souvent un discours qui va être approprié par l'élite sociale, entre guillemets, pour comme justifier souvent l'exploitation que leurs entreprises font avec les travailleurs. Oui, moi, je travaille fort. Mon père a dû me donner 300 000 pour partir ma première Ouais. entreprise. C'est comme Olivier Primo, là, le self-made qui travaille tellement fort. Ça n'a pas dû être facile d'investir le prêt de 2 millions de dollars qui s'est fait faire par son père. Tu sais. Non, non, hey, vraiment pas. Hey, c'est dur, là. Faut que tu parles à quelqu'un qui t'aide. Faut que tu ailles dans une banque. Hey, t'as-tu déjà été dans une banque? Je m'excuse, mais c'est rough, là. J'essaie de pas trop y aller. Excuse-moi. C'est pas un genre d'endroit que j'aime. Ah, ah, moi non plus. Alors, Mais ça, c'est pour d'autres raisons, probablement. Ah, mais écoute, non, mais c'est un peu, pour moi, c'est quelque chose parce que j'ai déjà été, tu sais, on va se dire, là, employé de dépanneur, là. ouais.
Puis je m'excuse, mais travailler dans un dépanneur au salaire minimum, OK, c'est de la grosse crise de merde. Je veux dire, j'ai eu des jobs après avoir travaillé en dépanneur. Là, j'ai eu d'autres jobs dans la vie après ça. Là, puis ça reste la pire job que Ouais, j'ai non, eue, c'est puis la rough. job la plus difficile que j'ai eue. Mhm. Genre, puis la job où je me suis fait le plus disrespecter. Tu t'es fait manquer de respect. Ouais, c'est ça. Mais Euh, non, c'est clair. Puis tu sais, aussi un truc qui est super, qui est très souvent associé au concept de classe, c'est tout ce qui est les communautés ethniques. Que quand oui. tu remarques aussi les salaires moyens, puis tu remarques les milieux plus défavorisés, très souvent, par exemple, quand tu vas au Québec, les milieux de Montréal vont avoir une tendance à être défavorisés, mais vont aussi avoir quand même une autre proportion de communautés ethniques. Mais tout ça rentre aussi dans le même mélange. Puis une des raisons, tu sais, pour on revient à la question, comment est-ce que le système de classe est capable de justement être utilisé par les politiciens? Ben, c'est vraiment facile pour un politicien, quand il y a un système de classe défini, de trouver un bouc émissaire pour les problèmes de la classe moyenne. Fait que ça reste, on parle de la classe pauvre, dans le fond. Ben, tu sais, c'est ça. C'est comme, mettons, tu sais, en ce moment, il y a un gros débat sur l'immigration, sur le racisme, sur la laïcité. Ben, c'est beaucoup plus facile d'aliéner, de mettre face à face la classe moyenne blanche québécoise et la classe plus pauvre qui, par exemple, va être plus, mettons, issue des communautés ethniques. Là, on parle beaucoup des musulmans ces temps-ci puis des Arabes, mais tu sais, c'est bien plus facile pour un gouvernement de faire avancer son agenda politique quand la population se bat entre elles et est divisée. Fait que d'un coup, là, c'est plus facile de faire aller de l'avant puis de dire moi, je protège la classe moyenne québécoise, qui a des valeurs québécoises. Et là, nous, on veut pas, on veut protéger ça. Donc, on va faire aller de l'avant telle et telle chose parce qu'un gouvernement nationaliste qui prend soin de sa population, qui prend soin de la classe moyenne, va faire ça. Fait que ça rentre dans le discours assez facilement à ce niveau-là. Mais en même temps, est-ce qu'ils font pas ça aussi pour protéger la classe riche? Ah, ben toujours. C'est pour ça que je dis, c'est qu'en fait, la classe moyenne selon moi, est comme un homme de paille qui n'existe pas. On dit qu'on veut protéger la classe moyenne, donc la personne qui se considère classe moyenne se sent protégée, mais au bout du compte, ce qu'ils font, c'est véritablement faire avancer les intérêts de la classe plus riche. Parce que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils Mais vont dire, ils vont faire comme si leur initiative allait protéger la classe moyenne, et puisque tout le monde se considère comme la classe moyenne, tout le monde se sent touché positivement par cette initiative-là, mais au bout du compte, l'initiative en soi va beaucoup plus souvent aider les grandes entreprises et les personnes plus riches du Québec. fait que, si je comprends bien, là, Ouais. la classe riche, là, Ouais. c'est le champ de blé. OK. La classe moyenne, c'est l'épouvantail. OK. Puis la classe pauvre, c'est les corbeaux. OK. C'est intéressant comme idée. J'aurais plus dit j'aurais plus dit comment dire. La classe riche, ça va être le bulldozer qui va venir rafler tout le blé. OK. OK. La classe moyenne, c'est l'épouvantail. Puis les pauvres, c'est le blé. OK. Là, Ah! le conducteur du tracteur va dire non, inquiétez-vous pas, checker, je passe pas sur genre, je touche pas aux épouvantails, mais le blé, parce qu'il est debout à côté de l'épouvantail, pense qu'ils en font partie, puis ils se font tous ramasser par le camion. Hein, on va y aller. Ah! OK. Mais c'est ça. On va OK. y aller. OK. Ça, c'est une idée, une analogie improvisée à l'os. J'adore Ben, j'aime ta correction de mon analogie. ça. Parce que dans le fond, c'est ça, les brindilles qui se passent des épouvantails aussi, ben, ils se font fourrer en bout de compte. Ouais, exactement. Exactement. Pas fourrer, collecter. Ben, On va rester dans ils se font l'analogie. collecter dans l'analogie, mais concrètement, ils se font fourrer. Ouais. On va appeler un chat, puis Et quelqu'un voilà. qui se fait fourrer, quelqu'un qui se fait fourrer. Mais le système de classe au Ouais. Québec, beaucoup, là, comme tu le disais aussi, ça aide à mettre aussi en différence les personnes qui viennent de l'immigration, les personnes Ouais. middle class white. Ouais. Ça aussi, ça bénéficie aussi au gouvernement, comme tu disais, Mhm. parce que ça fait une guerre, ils cultivent cette guerre-là entre les deux pour, dans le fond, un peu passer des petites vites en dessous, j'imagine aussi. Ben, tu sais, je dirais que oui, d'une certaine manière, mais tu sais, quand on regarde, par exemple, les dernières élections provinciales, là, combien Oui. de partis proposaient de baisser les taxes et impôts pour remettre de l'argent dans la poche des contribuables, qui sont la classe moyenne? Pratiquement tous les partis.
Le PQ le proposait, la CAQ le proposait, le PLQ le proposé. Il y a juste QS qui, eux, ont été à l'inverse, qui ont dit non, on va taxer le 5% le plus riche des Québécois. Mais tu sais, au bout du compte, C'est pas eux autres qui ont gagné, parce que ça aurait été bon en non, esti, ça a ça. été bon. Non, ils ont eu 11 députés seulement. La CAQ en a gagné 90, fait que ça donne une idée sur 125. Oh, wow. Ouais, fait que ça, puis tu sais, au bout du compte, quand le Québec solidaire, ça c'est un super bon exemple, a dit on va taxer le 5% le plus riche, par exemple, du Québec, ben, Joe Biden, qui se fait 75 000 par année, pensait que ça allait l'affecter. Parce qu'ils ont dit, nous, par exemple, une autre initiative politique, comment est-ce que justement l'élite politique est capable de faire croire à la classe moyenne qu'elle est moyenne puis qu'elle fait partie des plus riches d'une certaine manière? C'est qu'ils ont réussi à faire croire. Un des exemples que j'ai, c'est Québec solidaire avait proposé dans sa campagne de taxer 0,1% ou 0,1% du deuxième million de dollars en actifs que tu pouvais avoir si tu en avais. OK, on s'entend-tu que. Ouais. Puis tu sais ce que le discours commençait à être par rapport aux classes sociales? Tout le monde disait 1 million d'actifs, c'est pas grand-chose. Beaucoup de Québécois ont ça. Il y a beaucoup de Québécois. Moi, j'en connais pas beaucoup de Québécois qui ont ça, Non, là. parce que, tu sais, je veux dire, le monde disait, ah, mais c'était une maison à 400 000, plus un char, plus ci, plus ça. Puis t'es comme, ben, techniquement, la maison, si t'habites deux, tu splits ça en deux. Fait que t'as pas ça parce que t'as pas la maison d'actif totale. Mais le monde croit tellement au concept de la classe moyenne et pense vraiment que la classe moyenne est comme élevée qu'ils se pensent affectés par ce genre de politique-là. Donc, c'est aussi une manière pour les gouvernements capitalistes de venir freiner les avancées de gauche qui vont venir proposer une taxation et des impôts plus élevés souvent. Parce qu'ils séparent, ils divisent les classes et font croire un petit peu à certaines classes, à la classe plus pauvre, qu'ils ne font pas partie de la classe pauvre et qu'il y a des initiatives qui auraient vraiment beaucoup aidé et permis de développer full de programmes sociaux, finalement, et aller contre leurs intérêts, même si ce n'était pas le cas. Parce que c'est vrai qu'on entend souvent, genre, comme de la classe moyenne principalement, c'est moi qui paye ça pour la classe pauvre, entre parenthèses, là. Ouais. Fait que, justement, pourquoi pas laisser payer les plus riches, Carlis? Ouais. Excusez-moi. Mais parce que tout le monde se considère plus riche. Mais tu sais, là, je viens de ressortir les statistiques, mais je vais donner quelques petits chiffres, mettons, pour que Oui. tu. On se demandait c'était quoi la classe moyenne. Ben, dis-toi que la majorité des Québécois, ou le plus gros pourcentage de Québécois, qui est 34 des Québécois, se montrent 1 et 25 000 par année. Entre 1 $ et 25 000 25. Ouais. par Après année. ça, entre la deuxième plus grosse tranche de la population est de 25 à 50, puis c'est 30. Puis tu sais, quand on parlait du 5% le plus riche des Québécois qui allait être affecté, par exemple, par des initiatives de gauche de taxation, on parle de 8% qui se font entre 100 000 et 500 000 par année, puis 0,6 qui se font 500 000 et plus. Fait que tu sais, disons que tu es considéré comme étant dans les plus riches au Québec quand tu te fais environ 200 000 et plus par année. Puis c'est eux qui auraient eu des taxes sur Des ce plus genre de grosses choses-là. taxes, puis ça, c'est ouais, exact, des plus grosses taxes et probablement qui auraient dû donner un petit peu plus de leur portefeuille pour financer des régimes sociaux qui allaient aider le monde qui se font entre 0 et 50 000 à ne pas mourir de faim. C'est le fun. Parce que sérieusement, de nos jours, personnellement, je pense qu'entre 0 à 1 $ et à 25 000 par année, tu vas pas chier loin. Non. Mais tu sais, même de nos jours, avant, là, avec 50 000 80 000 tu peux t'acheter une maison puis vivre sur un salaire. Maintenant, à 55 000 50 000 si tu vis dans la région de Montréal, tu as de la misère à passer les mois. Là. C'est ça qui est complètement fou. Ben, écoute, je regardais dernièrement, là, je regardais le marché de l'hypothèque, OK? Ouais. Parce que un des derniers rêves qui me restait dans la vie, c'était de m'acheter une maison à moi, tu sais. Et là, je regardais les maisons, puis tout ça, puis j'étais comme, mais je serais jamais capable de m'acheter quoi que ce soit. Mais jamais. Et pourtant, je veux dire, je fais pas un petit salaire, là, tu sais, je veux dire, je suis quand même, tu sais, un petit peu plus haut que la moyenne, là, tu sais, je veux dire, comme, puis j'étais comme, mais c'est n'importe quoi. Puis je veux dire, dans le temps, mon grand-père qui travaillait dans une usine d'assemblage de Bessic, il a été capable de s'acheter, comme tu disais tantôt, une maison, un chalet, tout ça, genre, tu sais, puis je suis comme, il y a quelque chose qui marche fucking pas. Non, mais c'est ça, il y a comme un gros problème vraiment par rapport à ça à mes yeux.
Puis le monde continue à ne pas reconnaître le problème de ce genre de système-là parce qu'au bout du compte, on est tous victimes tant et aussi longtemps qu'on va être sous un petit je dis des gros mots, là, sous le joug de l'exploitation des capitalistes, en guillemets. Le système de classe, à mes yeux, c'est quelque chose de complètement aberrant parce que tu catégorises des personnes dans des strates sociales et tu les définis par ces mêmes strates-là. Tu es un pauvre, tu es un riche, puis au bout du compte, sinon, je pense que c'est une vision super individualiste de la société parce que ce qu'on voudrait overall en tant que société, à mes yeux, c'est que tout le monde soit capable de prospérer. Puis on dit pas, ah, on veut que tout le monde soit égal, nécessairement, mais on veut que tout le monde ait la capacité d'atteindre le succès, tu sais. Mais en limitant les strates sociales, puis l'existence des classes sociales et la manière que l'élite politique interagit avec ces classes-là fait juste continuer de grossir l'écart entre ces classes sociales-là. Ne serait-ce que de donner le minimum qu'un être humain a besoin pour vivre. Puis je parle pas survivre, là. Je parle vivre. Ouais. T'sais, avoir quelque chose de confortable, ne serait-ce que le minimum, là. En tout cas, hey, mon Dieu, je pensais pas que j'allais être pompé de même tout d'un coup. C'est un sujet qui est très. C'est un sujet qui va souvent chercher le monde dans les émotions, peu importe le côté qu'ils sont. Parce que, tu sais, mettons qu'on parle de personnes qui sont pour, ils vont être fâchés que les inégalités existent, puis le monde qui sont contre vont être fâchés qu'on veuille s'attaquer à leur revenu, tu sais. Mais pourquoi? Ça, c'est une affaire que je me demande aussi. Parce que là, je veux rentrer dans le fait que ce système de classe-là, comme on disait, ça bénéficie au gouvernement parce que. Mais dans le fond. C'est la raison pour laquelle la CAQ a été élue. C'est qu'ils ont réussi à jouer sur la représentation puis des différentes classes sociales. Ils ont été chercher le Québécois moyen, de la classe moyenne, qui, au bout du compte, ils ont réussi à faire en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, là, c'est que tous les Québécois se reconnaissent dans la classe moyenne, en premier, pour ensuite de ça proposer des politiques qui allaient avantager la classe moyenne qu'ils ont inventée durant l'élection. Mais pourquoi ils ont autant besoin de la classe moyenne? Pourquoi est-ce qu'au lieu de faire ce qu'un gouvernement sain devrait faire et aider tous les concitoyens, pourquoi ils ont autant besoin de créer cette base cette classe moyenne-là pour un peu trick leur élection? Là? Parce qu'au bout du compte, mon Dieu, c'est une grosse question. Mais à la base, moi, je crois profondément qu'on s'est un petit peu fait brainwash par le. Là, je sais pas, ça fait vraiment rire parce que j'essaie toujours de pas sonner comme le gars de gauche cringe communiste. Mais j'arrive jamais. Mais au bout du compte, on s'est vraiment fait. Le capitalisme a été implémenté et vraiment ancré dans notre imaginaire collectif. Le monde croit à ce système-là, même si à chaque 10 ans, il nous montre qu'il est faillible avec chaque crise économique qu'on est en train d'enligner. Puis le monde y croit. Il croit que quand tu travailles plus fort que tout le monde, tu vas devenir riche. Il croit à ça. Puis ça, au bout du compte, on n'oubliera pas, hein, c'est 60% de la population qui se fait entre 1 $ et 50 000 $. Si cette population-là a réalisé comment les choses sont injustes pour elle et comment l'élite politique ne prend pas soin d'elle, le feu pognerait dans les rues. C'est là que le gouvernement, c'est comme ça qu'ils gardent le calme et qu'ils empêchent le chaos ou d'être détrônés, entre parenthèses. Puis, au bout du compte, exact, puis au bout du compte, on le voit un petit peu en France. Les Français ont bien compris la chose. Les Français, là, ils n'y restent pas quand ils sentent que leur droit est bafoué ou que leur confort social commence à être affecté. En ce moment, il y a des chars qui sont en train d'être mis en feu à cause de la réforme de la retraite qui est en train d'être mis de l'avant, qui va monter l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Littéralement, il y a du monde dans les rues puis ils mettent le feu parce que eux, ils se font pas nécessairement avoir par de la même manière que nous, en tout cas, sur le rêve de la classe moyenne. Ils se battent pour ceux qui veulent garder les bénéfices et tout ça, j'imagine. Ouais, mais tu sais, mais en même temps, on ridiculise un petit peu tellement ça quand on parle de la France. Puis, tu sais, je parle pas nécessairement là, de ça, mais tu sais, un des stéréotypes, là, ils sont tout le temps en grève, ils sont tout le temps en train de faire la grève, ils sont tout le temps en train de faire tout ça. Mais dans le fond, ce qu'on devrait dire, ils sont tout le temps en train de se battre pour leur fucking droit. Ouais, parce que, tu sais, on rit d'eux, mais c'est nous, les pauvres clowns, qui ont juste 2 semaines de vacances par année, peu importe le travail que tu fais. Moi, j'en ai 3 dans ta face. Eux, ils en ont 6. Eux, ils en ont 4 à 6 en France, dépendamment des emplois. Fait que nous, on est une grosse joke, là. Nous, l'âge de la retraite est à 65 ans. Ils veulent la monter à 70 potentiellement.
Eux, c'est à 62. J'ai même pas espoir de vivre jusqu'à 70 ans, Calice. Ouais. Puis autant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être critiquées de la France politique en ce moment, autant qu'ils ont compris beaucoup de choses avec leurs revendications sociales. Je veux dire, déjà, ils ont guillotiné leur roi, ce qui est déjà très, 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 très cool comme move. Ben, c'est parce que nous autres, notre reine est un peu loin. Ben, elle est surtout Ouais. morte, là, mais. Ouais, bon, maintenant, c'est un roi. Mais si. Ouais, c'est-tu le roi Charles. Charles? Le roi Ok. Charles, maintenant, c'est plus le prince. Mais oui, le roi Charles. Mais tu sais, au bout du compte, Excuse. parlant de ça, là, je veux dire, le système de classe, ça fait longtemps qu'il existe, right? Ouais. Toujours un type de classe. Je veux dire, avant qu'on soit dans le monde de l'industrialisation et du capitalisme, on était dans le monde du féodalisme, où les classes étaient rois, paysans et clergés. Là. Ok, fait Maintenant, que ça revenait un peu ben au. oui, puis maintenant, on a transité. Le nouveau roi, c'est le chef de l'entreprise qui fait ce qu'il veut des paysans qui travaillent pour lui. Je veux dire, moi, à mes yeux, je vois le capitalisme et le monde de l'entreprise de la même manière que le système féodal d'antan. Je veux dire, oui, il y a des rois qui n'étaient pas mauvais, mais au bout du compte, le roi venait quand même chercher 80% des récoltes que tu faisais en tant qu'habitant, alors que lui, tout ce qu'il faisait, c'était s'asseoir sur le trône. En ce moment, l'entreprise, basically de simple. C'est juste que là, ils camouflent certaines de leur exploitation sous genre, hey, on vous achète des balles de yoga, puis on fait des pizzas Friday, des Friday Night Pizza pour vous montrer qu'on vous aime. Mais au bout du compte, tu produis des centaines de dollars en profit à l'entreprise, puis l'entreprise qui a fait, elle les prend, elle fait merci beaucoup pour ton bon travail, voici 15 dollars. Nous autres, 20 dollars. nous autres, c'est des potlucks, fait qu'on paye même nos affaires le fun. Ouais, complètement con. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois, puis ça, c'est une vision qui est partagée. Le système de classe, à mes yeux, doit être aboli ou du moins le plus possible régulé pour que tout le monde ait. First of all, on devrait éliminer la classe pauvre pour que plus personne soit dans la pauvreté. Ça, c'est clairement possible. Ensuite de ça, la classe moyenne devrait être la majorité, devrait exister d'une certaine manière, mais devrait être la majorité du monde. La classe riche devrait être éthique. Si elle est riche, éthique en même temps, ça c'est un autre débat, mais devrait être au moins éthique dans leur manière d'approcher les choses. Puis la classe riche devrait être les travailleurs le plus possible. Et que si une entreprise devient riche, c'est les travailleurs qui deviennent riches en même temps. Comme ça, en éliminant ce genre de système de classe-là ou en le réformant, mais on va beaucoup mieux lutter contre les inégalités, puis on va moins se faire bamboozle par les politiciens qui veulent juste faire avancer les petits bourgeois québécois. Là. Mais en même temps aussi, tu sais, il y a des affaires que j'ai de la misère à comprendre aussi quand on parle des compagnies puis tout. Tu sais, comme Ouais. en ce moment, on se fait tellement dire c'est normal que les prix augmentent, nanana, Ouais. nanana, nanana, il n'y a personne qui fait d'argent, tout ça. Mais tu regardes les profits des compagnies, puis les compagnies, ils font plus de profits que les années passées qu'ils ont fait. Fait Ouais. pourquoi il y Ben, avait dis-toi- tant besoin que ça d'augmenter les prix? Dis-toi que dans le fond, alors en 2022, là, on est en pandémie encore, là, Mhm. alors que les prix des épiceries augmentent, la chaîne métro, là, l'épicerie, a augmenté son profit de presque 8%. Elon Musk, ben, tu sais, Jeff Bezos avec Amazon, alors que toutes les entreprises du monde étaient en train de crash et que le monde tombait dans la pauvreté à cause de la pandémie et du fait que tout le monde perdait leur job, genre presque doublé sa richesse. Mais Fait que, tu c'est là où que je comprends pas. On se fait dire de partout bas de côté, tout le monde est pauvre, même les compagnies, on est obligé de tout ça. Puis finalement, tu regardes les marges de profit, puis tu es comme, ouais. mais c'est de la grosse crise de merde. Ben, c'est qu'on essaie un petit peu tu sais, c'est toujours encore une question, selon moi, de manipulation, un petit peu dans le sens où on va faire croire à la classe moyenne que, tu sais, imaginez si vous avez été à la place des entreprises qui perdent des employés puis qui ne peuvent pas réussir parce que là, on veut augmenter le salaire minimum. Fait que là, imaginez que vous aviez une entreprise, puis là, vous êtes obligé de payer $1 de plus de l'heure tous vos employés. Comment est-ce que ça serait difficile pour vous? Puis là, tu es comme, ah ben oui, moi aussi, quand je vais me passer une business, ça va me déranger de devoir payer plus, puis je ne pourrais pas faire mon entreprise, puis tout. Mais au bout du compte, on a plus à on a plus à perdre. Puis on s'entend-tu aussi que les compagnies, là, il y a beaucoup de compagnies que ça va pas mettre dans marde là, d'augmenter le loyer de leurs employés. Ça va juste faire, ça va juste faire que, mettons, puis là, je donne un exemple, ils vont peut-être faire 2,5 milliards de profit. Profit au lieu de 3. Ouais, mais tu sais, mettons, là, souvent, le problème, ça va être dans les PME, là, mais c'est là que le monde dit ouais, mais les PME ne pourront pas payer. Mais tout d'abord, ça a été largement debunk, le concept selon lequel augmenter le salaire minimum pour lutter contre les inégalités allait
faire tomber des entreprises. Il n'y a aucune statistique qui a été même sortie qui disait que les entreprises allaient fermer si on augmentait le salaire. Puis le coût de l'employé est une des choses qui coûte le moins cher à une entreprise souvent. Mais pourtant, t'entends ça de tout bord, tout côté, là. François Lambert, c'est un grand fan de cet argument-là. Mais il n'y a aucune statistique qui est capable de prouver que c'est vrai. Mais c'est ça, c'est comme beaucoup de mésinformation aussi, là, dans tout ça, là. Je veux dire, OK, on vit, puis je m'inclus là-dedans parce que je suis pas plus informé que qui que ce soit, là. Mais je veux dire, on vit dans l'ère de l'Internet, puis on se laisse compter des pipes de même, genre. Ouais, ben tu sais, au bout du compte, ça prend juste une recherche Google puis un peu d'intérêt, mais le monde, il préfère. Il ne se force pas toujours pour le faire. Je veux dire, moi, quand je vois une information, mon premier réflexe, c'est d'aller double-check, triple-check, c'est quoi qui se passe. Puis je pense que ça, c'est tout le monde qu'on devrait faire ça. Tu sais, quand ça dit les PME sont obligées de fermer à cause de l'augmentation du salaire minimum, tu vas sur Google, tu fais conséquences de l'augmentation du salaire sur les PME. Là, tu commences à lire. Puis là, tu t'informes. Puis comme, tu bâtis ta pensée. Tu es comme, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait que ça échoue? Est-ce que c'est parce qu'à la base, l'entreprise exploitait ses employés? Moi, comme moi, je le vois, c'est que si une PME n'est pas capable de rester ouvert, malgré le fait qu'ils doivent augmenter le salaire, ils ne peuvent pas rester ouverts après avoir augmenté le salaire de l'employé, à la base, ça veut dire que tu ne mérites pas d'avoir une entreprise. Si tu n'es pas capable de payer de manière décente tes employés, tu ne mérites pas d'avoir une entreprise à mes yeux. Puis tu devais rusher déjà à la base, rendu là, parce qu'on s'entend qu'il faut que tu aies zéro marge de profit pour pas faire. Fait que c'est comme, je veux dire, à un moment donné aussi, faut que tu saches quand jeter l'éponge. De toute manière, les personnes qui se font de l'argent durant ton travail vont aller dépenser cet argent-là dans l'économie, souvent plus locale, même si tu leur donnes l'opportunité. Dépense son argent dans l'affaire, fait qu'on va tout augmenter, fait que tout va coûter plus cher, fait que tu vas dépenser plus d'argent. Finalement, tu vas être plus pauvre! Quasiment ça. Mais au début, un petit peu plus au début du podcast, tu as dit que tu étais un politologue marxiste. Je ne suis pas marxiste en soi, je me considère comme, personnellement, plus socialiste, même communiste, dépendamment. Après ça, là, les variantes, ils sont plus détaillées. Mais moi, je suis quelqu'un qui croit véritablement à l'équité des chances. Je pense que le rôle de notre gouvernement devrait être d'intervenir afin de réguler le marché. Le marché ne peut pas être libre parce que s'il est libre, ce que ça donne, c'est des choses comme Uber qui prend le monopole d'une entreprise qui met des taxis à la rue, qui finalement finit par. Tu sais, genre, meilleur exemple. Tu sais, Uber, là, quand c'est sorti, c'était moins cher que le taxi. Oui. C'était nice. Tout le monde prenait Uber parce que c'était malade. Le service, c'était incroyable. Qu'est-ce que ça l'a fait? Il y a un gros conflit avec les taxis. Ça a mis plein de taxis à la rue. Les taxis sont transités vers Uber. Uber a pris le monopole des taxis maintenant. Les prix sont 2 fois plus élevés que les taxis. C'est vrai. Ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas régulé, on n'a pas jamais pris le temps en tant qu'État, gouvernement, de contrôler les entreprises pour éviter que ça arrive. Mais Airbnb, pareil. Mais tu as donné un exemple avec la France tantôt, puis ça, c'est une affaire. Oui, mais pas la retraite, mais là, je veux parler un peu d'Internet puis des téléphones. Parce qu'ils ont des réglementations par rapport justement aux compagnies téléphoniques, aux compagnies d'Internet. Tu sais quand ça coûte pas cher là-bas? Ça coûte pas cher, puis ils ont des systèmes d'Internet plus rapides puis moins chers que nous autres. Puis tu sais, souvent, le monde va dire ouais, si tu taxes plus les entreprises puis tu régules plus les entreprises, ils vont partir. Ben, ils sont encore en France, que je sache, puis c'est un des endroits les plus réglementaires, où ils sont les plus régulés au niveau des grosses compagnies technologiques. Mais, exactement. Puis, tu sais, j'ai des voisins français, j'ai des amis français, puis sincèrement, quand ils voient comment que les factures de téléphone puis ça fonctionne ici, ils sont comme mais what the fuck? Ouais. Genre, c'est vraiment fou. Puis là, je demandais, ben voyons, ça marche pas comme ça chez vous. Puis là, il m'expliquait comment ça marche. J'étais comme, mais comment est-ce possible? Ouais, c'est vraiment plus nice. Ouais, non, c'est ça, c'est fou. Et au bout du compte, pour chaque fois que le marché n'est pas régulé, à chaque fois qu'on continue à laisser les grandes entreprises faire leurs besoins et qu'on retire les taxes, impôts et qu'on met plus d'argent dans les poches des contribuables, ben c'est les contribuables qui payent, c'est les plus pauvres qui payent, c'est les personnes la classe plus pauvre et même la classe moyenne, entre guillemets, qui se retrouvent avec des moins bons services, des moins bonnes écoles, ou parce que la plupart du monde, même en classe moyenne, ne peuvent pas se permettre d'envoyer leur enfant au privé. Fait qu'ils se retrouvent avec des moins bonnes écoles pour leur enfant public, des moins bons services, des moins bons hôpitaux, tout ça parce qu'on retire les taxes qui permettent de financer ça.
Mais exactement parce qu'on a toujours de moins en moins de services et pourtant on paye toujours de plus en plus de taxes. Je sais pas si on veut. Je pense que les taxes en soi, là, c'est de l'économie. Là. Je suis pas un master économiste. Mais on a de moins en moins de services parce que en fait, c'est définancé. On, Ouais. on ne finance pas. Tu sais, au bout du compte, il faut continuer à donner de l'argent dans les industries, ben, les industries, les sphères comme l'éducation et la santé, parce que c'est des sphères qui perdent du cash. Ça, c'est vrai, ça perd du cash, ça n'en produit pas parce que ce pas des entreprises. Puis quand on a un gouvernement d'élite, de classe riche, parce qu'on s'entend que François Legault, avant d'être premier ministre, était PDG et fondateur de Air Transat. Donc, c'est un homme d'affaires qui possède une compagnie, c'est un CEO, donc une vision très businessman du gouvernement. Fait que quand il voit que des secteurs perdent du cash, ben lui, il ne veut pas investir plus parce que ça ne produit pas, selon lui, de richesse sur le court terme pour le gouvernement. Fait que plutôt OK. que de financer ça, il va couper dans les trucs et ne va pas, ou du moins ne va pas réinvestir de manière plus intense. Est-ce que c'est pas quelque chose qui bénéficie au gouvernement aussi d'une certaine façon d'avoir des middle class comme ça? Parce que souvent, les personnes qui vont se présenter, ça va être des personnes qui viennent de milieux riches. Mais ça, c'est variable, je dirais, mais oui, de manière générale, tu ne veux pas, pour se présenter, il faut que tu sois politisé. Les personnes qui ont le temps d'être politisées, ce n'est pas les personnes plus pauvres. Parce que les personnes plus pauvres, Sont qu'à occupés à survivre. travailler. Qu'à survivre. Oui. Tu n'as pas même le temps de t'informer sur Radio-Canada le matin quand tu dois aller porter ton enfant à 7 h avant ton chiffre au Tim Hortons à 7 h 30. Là. Puis que tu finis ta journée, puis il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu Puis, fasses à manger, il faut que tu là, fasses t'en as trois de même, ouais. Ouais. T'as pas le temps de t'informer. Mais je ne serais pas prêt à dire du tout, pour avoir connu plusieurs politiciens, que c'est tous des riches, parce qu'il y en a plusieurs que c'est pas le cas. Il y a plein de personnes que c'est des anciens fermiers ou du monde plus comme, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas parler beaucoup d'eux, genre. On n'entend pas beaucoup parler de personnes, je te dirais. Là. La politique québécoise a vraiment une lacune par rapport à la dynamique, tu sais, à la dynamique, au fun. Fait que ça fait qu'on n'en entend pas parler, sauf dans les polémiques, surtout en ce moment. Tu sais, la CAQ a réalisé que plus il parlait, pire c'était. Fait qu'ils essaient de se tenir tranquille. À chaque fois que la CAQ parle devant les médias, ils se mettent dans la merde. Fait qu'eux, ils essaient de limiter ça. Euh, mais tu sais, non, au bout du compte, euh, on n'entend pas beaucoup parler des politiciens et des bonnes choses ou de ce qui se passe. Ben, c'est rare qu'on entend Hey, good job, tel politicien a fait telle affaire. Mhm. Ben, parce qu'ils font pas grand. Non, je dirais pas jusqu'à là, mais tu sais, comment dire. Tu sais, par exemple, une des belles choses qui est arrivée en politique, c'est qu'on a maintenant réussi à retirer le serment au roi pour pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Fait que ça, c'était cool. OK. Ça, c'est des belles choses. Maintenant, on n'a plus besoin de dire que tu donnes serment au roi. Puis même ça, le monde se chicane parce qu'il y en a qui se chicanent. Est-ce que c'est grâce à QS ou c'est grâce au PQ, tu sais? Ah, ils sont même pas d'accord là-dessus. OK. Non. Mais c'est tellement rendu compliqué la politique, pour être honnête. Mm. Moi, personnellement, comme à chaque fois que c'est le temps d'aller voter, j'ai la plus grosse Ouais. misère du monde à savoir pour Ouais. qui j'ai voté parce que l'affaire, c'est que tu sais, je suis pas très politisé, puis souvent, ce que je fais, malheureusement, c'est quelques jours avant l'élection, je vais lire les programmes de tout le monde, Ouais. puis, puis je suis jamais d'accord à 100% avec Ouais. Mais être d'accord à 100% avec un parti politique, c'est du dogmatisme. Là. C'est sectique. Là. C'est genre, Je si tu le sais, mais si étais 100% d'accord avec un parti, je te dirais, man, si tu veux être d'accord 100% avec un parti, va dans une secte. Genre, c'est ça, je te dirais, man. Parce que tu peux pas être 100% d'accord avec un parti, c'est impossible. C'est sain, c'est parfait. Ça fait partie de notre démocratie, ça fait partie de notre société, de ne pas être d'accord, de questionner, de critiquer, même le parti que tu aimes. Moi, j'aime Québec solidaire, j'ai voté pour eux. Puis encore à ce jour, il y a des choses qu'ils ont dit et qu'ils font et que je ne suis pas d'accord. Puis je suis un des plus grands fans, mais aussi une des plus grosses critiques du parti. Ben, ça fait partie de notre démocratie. Pour venir lutter contre justement ce cynisme-là, puis ce pognage de tête-là, moi je dis toujours, il y a une chose qui est super importante. Tout d'abord, c'est de comprendre c'est quoi ta gauche et ta droite. Ben, pas physiquement, mais sur la ligne politique. Et d'essayer de te situer dans l'axe politique. Mhm. Et ensuite, de comprendre qu'est-ce qui t'affecte dans les programmes du monde. Parce que, puis des vraies questions, là. Parce que toutes les parties, je t'ai déjà entendu dire ça dans un podcast, tu as déjà dit, il y a du bon et du mauvais dans chaque partie. Oui.
La question qu'il faut se poser, c'est OK, du bon et du mauvais, mais pour qui? OK. Ça, c'est la grosse question. Tu sais, quand la CAQ, il y a du bon et du mauvais dans chaque partie. Même la CAQ, même QS. C'est mauvais pour qui le programme de QS ou le programme de la CAQ? Mais C'est là que je me demande. c'est ça qui est difficile aussi parce que depuis que j'ai décidé d'essayer d'être un bon citoyen, euh, c'est que j'essaye de voir au-delà de moi aussi. Ouais. Tu sais, j'essaye de voir aussi les causes qui me tiennent à cœur. J'essaye de voir aussi où est-ce que l'argent va. Tu sais, C'est bien. je suis un peu fan de Defund the Police pour fonder plus d'organismes sociaux autour. Tu sais, ça, c'est des choses dans lesquelles je crois, tu sais. OK. Mais un petit peu, c'est que l'affaire avec tout ça, c'est que des fois, tu te ramasses à un parti, puis tu es comme, OK, genre, je voudrais voter pour eux à cause de cette grosse affaire-là, Ouais. mais je voudrais voter pour eux à cause de cette grosse affaire-là. Puis là, tu es comme dans une espèce de conandrum, puis on dirait que, puis j'en ai déjà parlé sûrement dans un podcast, mais tu te ramasses à être pogné à genre lequel est le moins pire dans le fond. Ouais, mais c'est souvent ça. Tu sais, puis c'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui décident de ne pas voter. Which is OK à mes yeux. Je veux dire, tu peux ne pas vouloir voter dans la vie. Mais oui, tu te retrouves toujours à regarder c'est quoi le moins pire, mais plutôt que de regarder c'est quoi le moins pire, regarde c'est quoi Le pour toi mieux. qui a le plus de valeur. Mhm. Comme, OK, oui, t'es pas d'accord, par exemple, avec, je sais pas, là, mettons, OK, un exemple, Éric Duhem. OK, c'est par exemple. Éric Duhem, c'est pas vrai, là, je vais inventer une situation. Là, c'est juste. Ben, mais moi, tu sais, je suis pas d'accord avec le fait que on devrait privatiser le système de santé, mais je suis vraiment d'accord pour qu'on baisse le plus possible les taxes et impôts pour avoir de l'argent. Puis je me dis, ouais, c'est rendu là. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Puis là, je passe la réflexion. Je suis comme, hey, finalement, si j'ai pas de baisse de taxes et impôts, au bout du compte, un système privé me dérangerait pas parce que je réalise que je ferai assez d'argent. Donc, c'est worth, finalement, tu sais. Mais je suis pas 100% d'accord. Could be good. Could be good. Tu sais, c'est Mais un petit peu ce raisonnement qu'il faut que tu fasses, Mais je pense. tu vois aussi, c'est là où qu'un peu, tu sais, moi, je suis dans la classe moyenne. Et j'ai la chance à mon travail d'avoir des assurances médicales, des assurances Mhm. médication, tout ça. Et qui me permettrait, même si je le fais pas, qui me permettrait d'aller dans le privé sans Ouais. payer la peau du cul. On Yeah. s'entend. Ouais. Mais tu sais, là où laquelle, pour moi, c'est important de ne pas le privatiser, c'est parce que je regarde ma sœur avec ses 4 enfants, son mari, tout ça, que eux, ils peuvent pas se permettre de Ouais. privatiser l'hôpital puis tout ça, tu sais. Mhm. Je veux dire, on s'entend. Fait que, tu sais, j'essaie de pas me mettre juste moi en ligne de compte. Ouais, puis c'est une belle valeur. Puis l'affaire, c'est que si je vais avec ce que moi je fais, c'est comme, allez-y, privatisez-le. Moi, ça m'affecte pas, tu Ouais, sais. ouais. Mais je pense que c'est là aussi que tu parlais un petit peu à un moment donné, tu parlais où il y a un moment donné, tu dis on avait tendance à voir ça pour soi-même. Là. Ouais. Tu disais comme, voyons, là, j'ai un gros blanc, là, mais tout ça. Mais c'est là qu'il faut voir au-delà aussi, puis de se renseigner, puis de voir que finalement, ah oui, hey, là, j'embarque dans plein d'affaires différentes. Là. Mon cerveau est en train t'es en train de faire Ah, courir good. mon cerveau. C'est le Je, but de je, l'exercice. je vais sortir de ce podcast-là, puis je vais être comme. Tu vas fumer hein, des oreilles. Oh, oui, je vais me mettre à saigner du nez parce que j'ai trop pensé. Mais non, mais c'est ça, je veux revenir à une affaire que tu disais, parce qu'au début du podcast, je t'ai dit que tu allais l'expliquer, puis tu ne l'as pas expliqué encore, Ah, OK. puis ça me titille. Parce que tu parlais de justement marxisme, communisme, puis tout ça, puis Ouais. tu t'embarquais là-dedans. Ouais. Et j'essaie de comprendre ce C'est que tu voulais dire. OK. Dans le fond, ça te demande tout d'abord de comprendre un petit peu l'essence de la gauche et de la droite. OK. Euh, D'ailleurs, j'ai fait des vidéos YouTube par rapport à ça qui les expliquent tous les deux très bien, en 7 minutes chaque, si jamais ça intéresse des personnes qui écoutent ça. Mais au bout du compte, Mais attends, profitons-en. Quelle est ta ouais, chaîne YouTube? de Léo Vinci, super simple. De Léo Vinci, youtube.com/oblique de Léo Vinci, vous allez trouver mes vidéos. Puis j'en fais un d'ailleurs bientôt qui s'en vient sur le racisme et la laïcité au Québec.
Oui, non, mais voir que tu fais un podcast là-dessus, ça n'existe pas le racisme Non, au c'est ça, Québec. exact. Mais c'est ça, mon vidéo, j'ai passé 10 minutes à dire que depuis que François Legault est au pouvoir, le racisme a disparu de la map québécoise. C'est vraiment génial. Merci François Legault, je suis content de ne plus me faire arrêter par la police parce que je suis latino. Ouais, écoute, mais ça, c'est comme Éric Duhem qui dit que l'homophobie n'existe pas au Québec. Ouais, Le dos des gays, là. je sais, mais ça me fait un peu cringe. Mais bref, ça, dans le fond. Attends, moi, je veux citer un podcasteur que j'aime beaucoup, Jess PVM, qui vient du podcast Deux Fifs le matin, qui disait Éric Duhem est le 11 septembre de De l'homosexualité. l'homosexualité. Oh non, moi, je peux pas dire des choses comme ça, je vais me faire cancel. Ben, t'es chanceux, moi, je peux le dire. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, Rick James, c'est le pick-me de l'homophobie, là. C'est de quoi on disait, oui, Oui. revenir à la gauche, la droite. Oui. Au bout du compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je suis pour que l'État, le gouvernement, prenne plus de place dans nos vies, mais pas dans nos vies privées nécessairement. Puis ça, c'est la plus grosse méconception. Je veux qu'on abolisse le concept. En fait, c'est en plusieurs étapes. Ce que j'aimerais, Ok. puis ce que les communistes, socialistes veulent pour vrai, tout d'abord sur le milieu de travail, c'est que les travailleurs se réapproprient les forces de production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, veux pas en tant qu'employé, tu produis du profit, tu produis une richesse. OK. En ce moment, ce qui se passe, c'est que Big Daddy, sur le top de la pyramide, prend le surplus et se le met dans les poches. Décide ce Ouais. qu'il fait avec cet argent-là. Toi, tu n'as aucun pouvoir sur qu'est-ce qui est acheté, où l'argent va, qu'est-ce qui en est fait. Puis des fois, si tu es chanceux, tu peux choisir quand tu t'en vas aux toilettes. Idéalement, le plus possible durant tes heures de travail pour, tu sais, pour prendre l'argent aux toilettes. Non. Mais ce que l'idéologie socialiste et communiste considère, c'est que on veut que les travailleurs se réapproprient le contrôle de leur vie professionnelle. C'est-à-dire que démocratiquement, le surplus va être réparti selon la décision et le consensus qui est fait par les travailleurs. Donc, est-ce que tu t'achètes du meilleur matériel? Est-ce qu'on augmente le salaire? Est-ce qu'on est capable de fermer un mois de temps en donnant un full salaire au monde pour célébrer et leur donner le temps de se reposer? Est-ce qu'on donne des primes? Bref, tout ça, c'est des décisions qui seraient prises par les travailleurs. De cette manière-là, les travailleurs se réapproprient les forces de production et décident où va la richesse qu'eux-mêmes produisent. Parce que l'entreprise ne pourrait pas fonctionner sans le travailleur. L'entreprise ne pourrait pas, Big Daddy sur le top de la pyramide, ne pourrait pas se faire d'argent si les travailleurs ne produisaient pas la richesse pour lui. On s'entend que tout le monde démissionne dans une compagnie demain, la compagnie ferme. Le CEO démissionne le lendemain, la compagnie roule au moins un bon mois tout seul. Le temps d'en trouver un autre. Je veux dire, puis même des fois, tu préfères quand il n'y a pas de CEO. Tu as vu quand Twitter a changé de CEO et que c'était rendu Elon Musk? Mais au bout du compte, ça, c'est l'idéologie première au niveau professionnel et au niveau du travail. Suite à ça, ce qu'ils veulent faire, c'est abolir le concept de propriété privée. Puis tout ça, by the way, c'est pour lutter contre le système de classe. On voit la vie comme une lutte de classe. La classe exploitée puis la classe exploitante. Les prolétaires contre la bourgeoisie, les travailleurs contre les boss. OK? Oui. Puis tout ça vise à éliminer le concept de la relation de pouvoir qui est vraiment malsaine entre l'employeur et l'employé. Ensuite de ça, ils veulent éliminer le concept de propriété privée. Puis quand on dit ça, ça fait peur. C'est comme, c'est quoi la propriété privée? Tu veux m'enlever ma brosse à dents? Non. C'est la propriété privée à profit. Fait que ça veut dire qu'on empêcherait basically des personnes comme des propriétaires de blocs appartements d'exister. Je m'excuse, là, mais moi, ma brosse à dents a fait beaucoup de profit. Sur OnlyFans. je vends chaque fil sur Amazon, sur eBay, là, 300$ le fil. Écoute. Très fun, très fun, très fort. Entrepreneuriat. Exactement. Fait que dans le fond, c'est qu'ils veulent interdire des concepts de propriété privée à profit, dans le sens où on va empêcher le monde d'acheter un bloc appartement puis de louer les blocs, les appartements pour se faire de l'argent par rapport à ça. Et plutôt que de donner ça à des personnes, c'est comme je dis, l'État prend de la place et va financer les blocs appartements pour que tout le monde ait accès à un logement à moindre prix ou gratuit. Ou un appartement qui a pas de coquerelle, qui n'a pas de bébite, qui n'a pas de... Puis qui ne paye pas 2000$ par mois. Puis dans le fond, là, beaucoup de monde utilise très souvent l'exemple de Montréal pour les logements abordables qui sont vraiment insalubres. Mais moi, souvent, je ressors l'exemple de Vienne, qui a des super beaux blocs appartements
financé par le gouvernement. Mais bref. Fait que, au bout du compte, Vienne. viennent la ville. C'est une ville au Québec? Non. Ah, OK. Non, c'est en France. Ça, c'est le moment où David se sent vraiment cave. Pas grave. Mais oui, viennent donc en France. Oui, viennent en France. Chez nos Évidemment. amis les Ducous, hein, chez nos amis les Ducous. Oui. Donc voilà, puis au bout du compte, c'est ça que moi je veux, c'est que l'erreur est de penser que de vouloir une société de ce genre-là va empêcher le monde de s'ouvrir des entreprises, de faire de l'entrepreneuriat, mais au contraire, tu sais, c'est encourager l'entrepreneuriat, c'est encourager l'innovation, mais c'est encourager surtout la chance que tout le monde puisse avoir l'opportunité de faire une entreprise, de se lancer, de se faire de l'argent. Tu sais, comme moi, par exemple, j'ai une chaîne YouTube. J'ai un monteur, je paye le monteur comme il me demande. Puis la journée où ma chaîne YouTube va être monétisée, il va avoir 50% de tous mes profits sur YouTube. Parce OK. que, à mes yeux, il produit la richesse également, il produit de manière égale la richesse de ma chaîne. Donc, Parce que si lui n'était pas là, je ne pourrais pas avoir de vidéos YouTube qui seraient de l'argent. OK. Fait Fait que c'est de trouver le moyen, dans le fond, justement, que chaque personne ait son morceau, son morceau du gâteau. ouais. Ben, oui, puis on dit ça comme si, dans le fond, il y avait un gâteau, je veux dire, tu peux mettre, il y a un nombre limité de pointes, puis c'est comme si tu dois réduire des pointes pour que tout le monde ait une petite pointe, mais c'est pas vraiment ça, parce que au bout du compte, si tu fais ça de la bonne manière, tout le monde a une bonne pointe, ou un gâteau. En fait, c'est que tout le monde a un gâteau complet, puis t'as pas quelqu'un qui s'approprie tous les gâteaux dans sa boulangerie, puis qui en donne juste à ses chums. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que tu dis qu'il y a beaucoup de Méconception, de préconception, de, méconception, ouais. de méconceptions par rapport à ça. Comme tu disais, ne plus avoir de propriété privée. Personnellement, je pensais que c'était ça, genre comme ma brosse à Non, dents ne m'appartient plus. non, Regarde, non. je vais le dire, là, je vais être Mais, honnête, je pensais ça. Et là, ouais, mais c'est normal. ça fait comme plus de sens. On parle de trucs qui font des profits, de trucs à Ouais, profit. ouais, exact. Puis, en même temps, je me dis, Alors, tu peux t'acheter une maison là, dans ce genre de moment de place-là. Là. mais c'est là où je me dis que ça serait ça, justement, une société saine, dans le sens où Mhm. ce que tu as, ne serait-ce qu'être le monde avec, fuck it, genre, je sais Ouais. pas. Tu sais, Ouais, mais tu sais, je comprends. Puis, tu sais, au bout du compte, c'est parce que le monde se sont appropriés le système de classe. Ils sont bien avec ça parce qu'ils aiment la compétition. Tu sais, veux pas, le capitalisme, ça nous a intégré le concept de compétition sociale. Tu veux le statut, tu veux l'argent, tu veux réussir, tu veux sortir de la strate sociale, tu veux être capable de brag que tu es plus pauvre, que tu es rendu riche. Fait que ça, c'est implémenté. Puis, veux pas, on a une société qui est quand même très individualiste. Puis le système de classe, c'est pas juste, il fait pas juste bénéficier au gouvernement, là, comme on en parlait, mais ça a tellement beaucoup d'effets négatifs sur tout le reste, Mhm. ne serait-ce que ce que tu viens de dire, parce que ça met les gens en compétition envers eux-mêmes, ça met les Ouais. gens en compétition à l'intérieur des compagnies, Ouais. ça met, je veux dire, puis ça fait vraiment un principe où tu te ramasses, tu sais, sans nécessairement dire, mais j'ai des collègues de travail dans mon domaine de travail que je veux dire, c'est fake à 100%, là. Je veux dire, c'est pas réaliste comme personnalité, Ouais. là. Tu sais, Non, c'est sûr. quelqu'un a une personnalité comme ça dans la vraie vie, je m'excuse, mais moi, je me sauve en courant, là. Ben, je comprends. Tu sais, Non, c'est sûr. puis Eh, même, oups, excuse-moi. Non, Mais vas-y, je vas-y. vais juste dire, puis tu sais, même moi, je le réalise. Quand je suis à mon travail, je suis obligé d'avoir un persona. Je peux pas me Ouais. permettre d'être David. Non, 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 Ouais. je dois être Mhm. Puis, tu sais, l'employé qui travaille là. yeah, puis, tu sais, au bout du compte, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. C'est rare le monde heureux à leur job. Là. Je pense que le monde qui sont capables de dire qu'ils sont heureux dans ce qu'ils font dans la vie puis qu'ils sont heureux à leur job à 100%, c'est très rare. Et au bout du compte, s'il y avait un moyen d'au moins redonner le pouvoir et le contrôle sur leur vie à plusieurs personnes, ça augmenterait le plaisir au travail, mais aussi ça ferait en sorte que le monde ferait peut-être plus ce qu'ils aiment. Parce que, puis souvent, encore une fois, là, tu sais, on parle du système de classe, mais pour avoir travaillé dans un emploi qu'on appelle avec un système coopératif, Oui? je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. OK. C'est pas des jardins comme on pourrait penser. Le système coopératif dans des entreprises, en fait, c'est quand il n'y a pas de big boss. OK. Il y a un comité administratif où le monde sont élus pour se présenter là et les décisions sont prises par ces personnes-là pour représenter les employés ou les membres. Donc,
quand la compagnie fait de l'argent, le surplus est décidé en comité administratif. Un peu comme les organismes communautaires fonctionnent la plupart du temps. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les organismes communautaires, mais dans le fond, ce que ça permet, pour être honnête. Fonctionne comme ça. Ça fonctionne Tu sais, au comme bout ça. OK, parfait. Mais tu sais, au bout du compte, c'est ça. Fait que ça fait qu'il n'y a pas personne qui récolte plus de biens et d'argent que d'autres. Puis s'il y a des personnes qui sont mieux payées, c'est à cause de leur ancienneté. Puis ça a été décidé. L'échelle salariale a été votée par le monde. Puis au bout du compte, tu sais, l'entreprise va prioriser les employés parce que c'est les employés qui décident de qu'est-ce qui se passe avec l'argent. Comme le modèle que j'avais parlé de Oui, oui, oui. réappropriation des forces de production, mais ça le fait en sorte que moi, durant la pandémie, pendant que tout le monde perdait leur job, ben moi, il n'y avait pas de Big Daddy qui voulait sauver son portefeuille. Fait que qu'est-ce que ça le fait? Ça le fait que tous les employés de l'entreprise, de la coopérative, ont maintenu leur plein salaire durant l'année au complet où on était en pandémie, en confinement et qu'on n'avait plus de clients. Fait que je travaillais du 5, 15, 20 heures par semaine, mais j'avais mon salaire de 40 heures semaine, malgré tout. Oh, wow! Ouais. Moi, Parce je que- travaillais 40 heures semaine, puis je te payais 40 heures semaine. Bon, mais tu sais, durant le confinement, tu sais, quand tout le monde perdait leur job, là, puis tout était fermé, nous, ils ont dit, bon, l'entreprise est capable de s'endetter, puis on avait justement un surplus dans les coffres pour permettre de financer les salaires de tout le monde, fait que stressez pas avec l'argent, on veut vous garder. Fait que, Mais wow! ouais, ben parce que c'est des employés qui décidaient au bout du compte. Il n'y a aucun Mais, employé qui voulait perdre sa job, là. Fait que mais tout le monde a décidé ensemble que l'entreprise s'endette, il a trouvé les moyens pour que tout le monde garde son salaire. Parce qu'il n'y a personne qui faisait un profit sur le surplus que nous, on produisait comme richesse. Mais c'est. Mais c'est wow! Ouais, c'était hot. J'adorais ça, cet endroit-là. C'est possible, ça fonctionne bien. Fait que dans le fond, c'est un modèle qui est respectueux de ses employés puis qui Ouais, peut c'est un se modèle permettre. socialiste, en fait, straight up, on peut le dire. Ouais. Puis, mais qui peut se permettre aussi de prendre des décisions qui ne vont pas être en fonction du profit d'une seule personne. Exactement. C'est des décisions qui sont prises pour le profit de tous et toutes. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment cave, mais puis là, je parle pas de la job à laquelle je suis en ce moment, mais je parle d'un autre emploi à laquelle j'ai déjà été. Je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner le nom de la compagnie, fait que je le ferai pas juste au cas où. Mais on avait le droit à un café puis un muffin gratuit par jour. OK? C'est triste. Ouais, mais ça venait, mais c'était même pas un travail relatif là, à la nourriture. Là. Okay. C'est que à tous les jours, il y avait des muffins puis des cafés, puis on avait droit de ça à un gratuit par jour, tu sais. Ouais. Et à un moment donné, comme la compagnie a de la difficulté, tout ça, la première chose qu'on a perdue, c'est notre café gratuit puis notre muffin gratuit par jour. Là. Puis, ben c'est ça. Fait que, au bout du compte, encore une fois, c'est là qu'on voit la perte de contrôle du monde dans leur milieu de travail, de comment est-ce que les classes sociales puis les luttes sociales, les combats de classe sont présents à tous les jours. Je veux dire, le monde qui écoute ça, on va voir ça, écrivez en commentaire. Hein, écrivez en commentaire, justement, si vous sentez que vous vivez cette relation-là où vous n'avez pas le contrôle à votre travail. Ça, c'est super intéressant. Puis le monde va réaliser. Souvent, quand tu prends le temps de réfléchir, tu réalises que, damn, c'est vrai finalement que j'ai pas de pouvoir nécessairement. Ou le pouvoir qu'on me donne, c'est un pouvoir qu'ils ont décidé de me donner l'impression que j'ai. C'est pour ça que les employeurs n'aiment pas ça le télétravail. Là. Le monde, ils sont en train de tout ramener le monde au bureau parce qu'ils veulent garder le contrôle. Le télétravail est une des seules choses qui a réussi à redonner à la classe prolétaire, aux travailleurs, à la classe sociale moins aisée, un peu de pouvoir qu'il y avait sur leur vie. Quand tu travailles chez vous, tu peux te faire un café, tu manges, tu peux faire ton lavage en 2 meetings, tu peux aller sur ton balcon 2 secondes, travailler dans un environnement confortable. Mais qu'est-ce que ça a provoqué, cette reprise de contrôle-là? Le phénomène du quiet quitting. OK. Le quiet quitting, c'est le monde qui veulent faire juste le strict minimum parce qu'ils réalisent que leur emploi ne vaut pas la peine, puis ils font juste le bare minimum, puis ils quittent sans quit, basically. Mais ça, c'est un nom qui a été inventé par les entreprises pour shame le monde qui faisait juste finalement le minimum, parce qu'ils ont réalisé en travaillant de chez eux que quand ils faisaient le minimum, ils étaient plus heureux. Fait que quand ils sont sur le marché du travail, ils ne veulent pas perdre ce contrôle-là. Là. Mais c'est justement, tu sais, chaque emploi a une définition de tâche, on s'entend, mais on se fait tout le temps demander plus que ça. Ouais, et autres tâches connexes, là? Oui, et autres tâches connexes, puis à quel point ça paraît bien si tu fais plus, puis que tu vends ta brand. Moi, je dis, si jamais tu veux que je fasse plus, tu me payes plus. Mais exactement. Mais, tu sais, puis le quiet quitting, finalement, c'est juste de faire la job que tu es censé faire. Exact. Mais c'est par les entreprises, c'est pas vu de même.
Ben, Euh, puis ça, c'est un problème. ouais, puis ben, en fait, ben, c'est ça, comme je dis. euh, les entreprises n'aiment pas que les employés retournent au travail, qu'ils restent chez eux parce qu'ils perdent le contrôle. Puis comme je te dis, combien de personnes que je connais je connais tellement de monde qui ont démissionné. J'aime pas utiliser des phénomènes anecdotiques pour appuyer mon point parce que je trouve que tu peux Oui, être oui. n'importe quoi, là. Mais tu sais, beaucoup de personnes que je connais ont démissionné ou ont changé de job dès qu'ils voulaient retourner chez eux ou simplement ont quitté leur job parce qu'en travaillant de chez eux, ont réalisé fuck, j'ai ça, faire ça de ma vie, même moi j'arrête, ça n'a pas de sens de me faire péter par une entreprise de même. Puis là, les entreprises essaient, de justifier les dépenses d'immobilier dans lesquelles ils ont investi beaucoup d'argent. Parce que si tu n'as pas d'employés, ça sert à quoi d'avoir ça? Mais aussi, Oui. ils veulent reprendre le contrôle sur la vie des employés parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à les forcer à être plus productifs. Parce que beaucoup de monde, quand ils travaillent de chez eux, ils finissent leur tâche de la journée. Puis après ça, ils ont 4 heures de lousse. Là. C'est pas vrai que tu es productif 8 heures de temps et tu as vraiment de quoi faire 8 heures de temps dans une job. Là. Mais quand tu es au bureau, vu que tu as le micromanagement qui est là, tu as les gestionnaires, tu as les boss, puis il y a des attentes de performance, ben c'est facile pour les gestionnaires de t'imposer les attentes de performance quand tu es au bureau. Parce qu'ils peuvent venir derrière ton épaule, ils peuvent te dire que tu fais pas assez bien quelque chose, tandis que quand tu es chez toi, tu as le plein contrôle de ta vie pour la première fois depuis genre je sais plus combien de temps. Puis quand tu as fini ta tâche, il n'y a personne qui te surveille. Tu peux genre juste faire bon, je vais écouter Netflix en même temps de travailler, je vais relaxer un peu, prendre une marche. Tu n'as pas besoin de te sentir coupable de faire plus de job que ce que tu es censé faire non plus. Exact. Puis ça, encore une fois, tu sais, je pense que, honnêtement, c'est plate à dire, mais la COVID a été un des plus gros, un des plus gros, je sais pas, un événement vraiment marquant et positif pour la lutte de classe parce que ça a redonné le pouvoir aux travailleurs. C'est plate, genre, je suis vraiment pas content qu'on ait eu la COVID, là, c'est pas ça que je veux dire, mais maintenant que c'est Mais arrivé, je suis capable de dire que les travailleurs pour la première fois depuis tellement longtemps, les travailleurs ont le gros morceau. Ça, hey, je trouve ça je veux magnifique. dire, la COVID a tellement eu d'effets négatifs dans la vie de tout le monde. On peut-tu, s'il vous plaît, des fois donner les effets positifs qu'elle a Ouais. eus? Ça Yes, fait changement. exact. Fait que, non, c'est ça. Moi, je pense que Mais c'est vraiment cool par rapport à ça parce que moi, c'est ce qui écoute, me fait me lancer à mon compte. Puis là, maintenant, j'ai le contrôle de ma vie, tu sais. Ça, c'est malade, man. ben, félicitations. Merci. Écoute, mais là-dessus, je vais devoir t'interrompre parce qu'on est Ouais. déjà à la fin du Damn, podcast. ça va tellement vite. Sérieux, oui. Quand mon téléphone a fait bip 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 pour dire c'est la fin, j'étais comme, mais il me semble qu'on a juste effleuré le sujet. C'est vrai, on dirait. Mais j'ai tendance à m'éparpiller quand je parle de politique. Là, fait que ça se peut qu'on n'ait pas été aussi creux que tu voulais. Ah non, non, écoute, moi déjà là, on a été. Je suis même pas sûr d'à quel point creux qu'on a été, mais je suis sûr qu'on aurait pu aller plus creux. Ouais, Mais tu sais, je te niaise. Quand je te dis que je ne m'y connais pas en politique, là, je te niaise pas. Là. ben, c'est Je bien vais te correct. dire, je pense que je t'ai étalé toutes mes connaissances aujourd'hui. Mais ben, parfait. J'espère que ça a été enrichissant pour toi un petit peu et que ça t'a éclairé sur plein de choses. Ben, je vais être honnête, oui. T'as peut-être réussi à me motiver à me renseigner un petit peu That's plus. it. Puis si tu as des questions, je suis toujours disponible. Je réponds peut-être pas la journée même, mais je suis disponible. OK. Wow, t'es rendu tellement cool que tu réponds plus la Ah non, je journée réponds même, même, genre. même avant même. J'ai jamais répondu à la journée même au monde. Je suis vraiment le pire pour ça. J'essayais juste ça de mettre ça sur le- Le la, fame. la faute, c'est ça, la faute sur le fame. Tu sais, je Le voulais que tu te sentes pseudo-fame. guilty, là. Ah ouais, je me sens cool. Je suis un cool kid. Yo! Bientôt, tu vas te promener avec Je vais avoir une chaîne écrit Léo en gros en or avec des diamants. Je vais avoir la palette de diamants dans la bouche, man. Ça va être malade. Ça, c'est pas ma définition de cool, mais si c'est la tienne, c'est correct. Écoute. Écoute, avant qu'on passe au conseil / recommandation de la Ouais. semaine, je vais te donner un petit moment pour que tu puisses plugger où es-tu disponible? Plug-toi, là. OK, je me plug. Je suis disponible 3 jours semaine, donc les lundis, mercredis, vendredis sur twitch.tv. Twitch.tv / de Léo Vinci, THE, hein, pas de DE. Où je fais justement les commentaires. Je suis commentateur politique, donc je fais la revue d'actualité, on analyse des enjeux sociaux, puis on parcourt le drama aussi sur les plateformes. On ne fait pas juste des grosses nouvelles lourdes, on en fait des fun. Je suis aussi très, très actif sur Twitter. Je vais repartager l'actualité, faire ma critique beaucoup des situations en place. Puis des fois, je parle de Donjon Dragon et de plein d'autres affaires. Là. C'est comme mes brain fart fun que je fais. J'adore Twitter. Et aussi de Léo Vinci, pareil. Et aussi sur YouTube et TikTok où je vais
sur TikTok, montrer mes prises de position. Et sur YouTube, où j'ai fait de la vulgarisation politique. Donc là, j'ai plusieurs vidéos sorties sur Twitter, Elon Musk, la gauche, la droite politique, etc. Et si vous vous posez plus de questions, regardez dans le petit message en dessous. Je vais vous mettre tous les liens pour accéder à ces endroits-là pour Sacha. Sacha, écoute, Sacha, Léo, tout le monde m'appelle comme ils veulent maintenant, ça me dérange plus. Sacha, moi, à trois fois que je pense à toi, là, Ouais, j'ai envie de jouer à Pokémon. Genre, c'est immanquable. Tu te claqueras une petite game de violet, là. Ouais, ben, il faut que je le commence, là, justement. Là, je suis rendu là. C'est un bon timing. Là. Ouais. Puis je vais starter avec le Pokémon chat. Parfait. Je l'aime. Sacha. Oh, OK. Et comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur les conseils / recommandations de la semaine. Yeah. Est-ce que tu as un conseil / recommandation de la semaine pour nous cette semaine? Prenez le temps, je pense que c'est le même conseil, j'ai dit, je vais essayer de faire autre chose, mais en bref, 2 étapes. Prenez le temps de vous informer sur ce qui vous touche. C'est vraiment important, une chose à la fois. Puis aussi, prenez le temps de sortir, de vous mettre à la place des autres un peu, parce que c'est vraiment facile de rester individualiste et de se dire, moi, ça ne m'affecte pas, moi, je suis correct. Puis ça prend des fois juste 2 secondes d'essayer de se mettre à la place de d'autres personnes pour comprendre pourquoi est-ce que c'est important les enjeux sociaux. Voilà. Eh bien, merci de ton conseil. Mon conseil, ça sera le suivant. Je vais encore une fois y aller de niveau lèche-cul, mais allez donc visiter sa chaîne YouTube, allez donc visiter ses vidéos. Vraiment très intéressant. Il donne vraiment le goût de s'intéresser à la politique. Ah, merci, c'est gentil. Puis moi, je vais être honnête, en plus, j'ai découvert que tu étais un geek. Et ça m'a. J'ai été flabbergasté. Et on dirait que tu as gagné des points supplémentaires dans la vie. Je suis un bon weave, là. Je suis un bon weave. J'adore. Genre, je suis en train de, justement, dans le podcast, en train de gamer, j'écoutais Critical Role. Là. Je suis rendu à l'épisode 23 de la saison 1, la campagne 1. Là, fait que, mais c'est tellement bon, Critical Role. C'est tellement bon. Surtout la série. Ouais, mais là, ils ont eu le budget là aussi pour parce que tu sais, ils sont en train. Voyons. Ils ont écrit le script pour la 2e campagne, le Mighty Nine. C'est ça! Je suis très content, j'adore cette campagne. Elle est insane. Mais moi, je trouve ça écœurant aussi. Là, je suis comme. Mais bref. Ça, c'est mon côté geek aussi. Écoute, donc, et sur ce, on se revoit la semaine prochaine alors qu'on apprend pourquoi le prêtre qui dit que quand il a été en enfer, la toune Umbrella de Rihanna jouait pour torturer les gens. Ben, moi, j'ai un problème. On va essayer de comprendre comment ça se fait qu'un prêtre va en enfer. Moi, je sais pourquoi. Parce qu'il a touché des petits garçons. C'est pas moi qui l'ai dit. La grosse maladresse. Vous a été présenté par David Morancy. Par David Morancy.